On a un petit problème de verrouillage automatique du van. Et en fait, la porte latérale gauche ne se verrouille pas quand on utilise le système électrique. Et comme il n'y a pas de système manuel, elle ne se verrouille pas. Donc en fait, ici, il y a un petit loquet qui est anormalement sorti. Parce qu'on le voit sur la porte gauche, il est bien plus rentré. Et donc si je ferme, hop, je ferme tout, ouais, voilà, c'est bon. Et que je claquops, là il disparaît. Hop, et celui-là n'a pas bougé. Donc on a, je vais ouvrir, hop, on a enlevé la garniture de la porte. On a enlevé toutes les vis, bon là on en a remis une pour que ça tienne. Pour regarder ce qui se passait, est-ce qu'il y avait une tringlerie, etc., quelque chose à remettre. Et en fait, ce sont des câbles, comme des câbles de vélo. Donc, on ne peut rien voir. Il n'y a rien qui bouge. Il y a pas de, on n'entend pas le moteur, on n'entend pas de claque, on n'entend rien du tout. On ne sait pas trop où est le moteur. Donc, on va aller chez Mercedes. Il y a une concession à Tenerife. Alors, on ne sait pas trop si c'est une concession camion parce que pour le van, c'est chez Mercedes Truck à chaque fois qu'il faut aller. Donc, mais bon, il devrait pouvoir nous voir ce que c'est. Le van est toujours sous garantie, on va voir ça. Allez, c'est parti. On se débrouille quand on doit sortir, on utilise la sangle à cliquet qu'on accroche juste ici. Et puis, dans tous les cas, on a le système d'alarme PatrolSat qui marche super bien et qui nous préviendrait s'il y avait le moindre truc. Donc voilà. Bon, je viens d'arriver chez Mercedes. J'ai fait traduire ma demande en espagnol et je vais essayer de la lire pour expliquer un peu ce qui se passe. Bon, j'ai tout expliqué. Le gars est venu dans le van. Il semble que ce soit le moteur. Il pense que c'est le moteur. Alors putain, il faut prendre rendez-vous. Il me file un numéro vert et puis là, il me propose de prendre lui-même le rendez-vous. C'est un peu le boxon parce que là, on est sur place. Donc je me dis, bon, on verra. Alors le mec me donne rendez-vous dans 15 jours. 15 jours et pas pour... Alors j'ai demandé s'il commandait la pièce. Il fallait 15 jours pour la recevoir. Non, non. Il me dit dans 15 jours, on va regarder. Je dis, ça prend 1 minute de regarder. Il a déjà vu de toute façon. Il me dit non, non, c'est comme ça que ça fonctionne chez Mercedes. Je dis, je sais que c'est comment ça fonctionne chez Mercedes. Et ça fonctionne pas tout à fait comme ça. Alors le mec est super sympa, mais voilà. Bon, il va regarder s'il peut avoir un rendez-vous avant. Alors, déjà, je comprends pas pourquoi il me propose pas avant, mais bon. Bon, j'ai réussi à avoir un rendez-vous le 3 janvier à la place du 8, mon croix rêvé. C'est dans 10 jours. Bon voilà, le mec il me dit c'est comme ça, il n'y a pas de priorité, la priorité c'est rendez-vous, il me dit on est au taquet. Mais bon là, ça prend 2 minutes quoi. Après il sait s'il a la pièce, etc. S'il me dit il faut revenir dans 1 semaine pour la pièce, je comprends. Ou quoi, ou après s'il me dit pour changer le truc il faut prendre rendez-vous. Mais là prendre rendez-vous pour regarder ça me paraît fou, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Bonjour, nous sommes Sophie et Stéphane. Nous parcourons l'Europe et bientôt le monde à bord d'un petit van aménagé à la recherche des plus beaux spots pour y poser notre matériel et mixer la musique que nous aimons. On vous emmène avec nous régulièrement pour vous faire vivre nos aventures. C'est parti! On est sur un spot de kitesurf complètement dingue, il y a des surfs partout. Et je me dis que ce serait sympa de venir mixer ici au milieu de tout le monde, on l'a jamais fait, à voir. Bon, pour finir, on n'est pas sûr que la plage avec les kitesurfers soit la meilleure idée. Par contre, un peu plus loin là-bas, il y a des rochers qui donnent aussi sur la mer, là où les kitesurfers font du kite. Et c'est peut-être une meilleure idée. Alors on va tenter ça. Par contre, il y a un sacré bout de chemin avec le chariot. On va enquiller ça. Hop. Bon, voilà le spot que j'avais checké hier. Je pense que c'est là qu'on va s'installer. Donc on voit plus les kites, mais c'est bien quand même. Nous sommes arrivés sur la petite île d'El Hierro, la plus petite, la plus sauvage, la plus écologique des îles des Canaries, la plus à l'est, la plus lointaine, terrible. On a 3 jours puisqu'on revient à Tenerife, on a réservé une méga soirée et donc allez, c'est parti, on vous emmène. On est déjà allé se balader là du côté des piscines naturelles, c'était extra. De l'autre côté c'est super sauvage, tout est au top. Nous sommes à la playa de Tamaduste et sa superbe piscine naturelle.
sommes à Charco Manso, là où il y a encore une superbe piscine naturelle. Bon, j'ai une question, un truc qui me trotte dans la tête depuis un moment que je comprends pas. Vous voyez, l'eau quand même, elle est loin et elle est basse. Et là, il y a une petite flaque d'eau. Et j'ai vérifié, c'est de l'eau salée. Et par endroits, on voit du sel. Donc, ce qui veut dire que parfois, il y a de l'eau de mer qui arrive là. Comment? Juste des embruns, j'y crois pas, parce qu'il y a des endroits où on voit vraiment des flaques d'eau importantes. Donc, quoi, l'eau monte jusqu'ici, c'est pas possible. So what? Moi, il y a un truc de rocher là dans l'eau. Les vagues arrivent à fond la caisse, ça fait des gerbes de plusieurs mètres de haut. Oh. On va aller voir ça de plus près. Bon, c'est un peu chaud là. Voilà le réveil ce matin, absolument fabuleux. Là-bas, il y a des gerbes d'eau énormes aussi par moment. Et puis on a le soleil qui se lève un peu partout. On aura bientôt la lumière nous aussi. On est garé juste devant. Hop. Et voilà. Incroyable. Là, je marche sur la lave. Depuis le début aux Canaries, on est sur des volcans. Mais là, on est vraiment, on voit que ça a séché d'un coup en fait. Enfin, d'un coup. Vraiment que ça s'est durci, c'est fou. On vient de bouger de 4 km pour voir une plage qui était prévue sur les points d'intérêt. Donc là, on a le soleil qui éclaire juste là. En fait, il va passer juste derrière la montagne ici. Donc je pense que d'ici une dizaine de minutes, on devrait être au soleil, donc ce qui nous permettra de prendre le petit déjeuner. Et là, on voit encore en bas, voilà, des piscines naturelles superbes. Et puis des rochers sur lesquels les vagues viennent s'éclater. Elles sont moins impressionnantes que là-bas. C'était du délire. Donc voilà, allez, on attend le soleil. On a pris un petit pari avec Sophie sur le timing. Il est 9h51, je crois. J'ai dit qu'avant 10h05, on était au soleil. On verra. Hop, ça y est, il est 10h01. Le soleil est apparu. Ça y est, j'ai gagné.
Nous sommes sur une partie de l'île célèbre pour ses arbres penchés du fait du vent. Et il paraît que c'est complètement saisissant. Ces arbres sont le symbole de la ville, donc on va aller les voir. On est arrivé jusque là avec roue et skate, mais là il va falloir continuer à pied. Donc ok, c'était le point d'après que c'était le point suivant. Ok, bon. On s'est trompé, c'était bien indiqué là. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, alors pas facile là, on va prendre cette route là qui va jusqu'au bout de l'île. On va faire le tour de l'île là-bas et on va remonter donc là-haut, mais par l'autre côté. Et c'est là que sont les arbres, ça s'appelle le Sabinard. On y va. C'est à 22 km, le GPS annonce 48 minutes de route. Donc ça doit tourner et monter incroyablement. Tout à l'heure, pour monter sur la route, on a mis les 4 roues motrices, les vitesses courtes parce que ça montait, mais comme ça. Bon, Sophie, elle aime pas descendre avec sa roue. Moi, descendre, monter, je m'en fous. Ce qu'il y a, c'est que mon skate en montée, il est pas top au niveau de la puissance. Il faut que j'arrive à l'enclencher. Hop, voilà. Hop. Bon, voilà. Il s'allume ou il s'allume pas? Hop, ok, c'est parti. Ils viennent d'en sortir un nouveau, un One Wheel, un GTS, je sais plus combien de fois plus puissant. Alors, un peu plus rapide, mais surtout beaucoup plus puissant. Voilà. Donc pour le tout-terrain, hyper adapté, puis il est directement vendu avec un pneu tout-terrain. Donc voilà, à voir, bon, pas pour tout de suite. Hein. Parce que tant qu'à prendre quelque chose vraiment adapté au tout-terrain, je préfère une roue. Bon, on a roulé sur la Lune, ça y est.
Bon voilà, on est arrivé enfin. La piste incroyablement belle, enfin tout était incroyablement beau. On a traversé les volcans, on a traversé les paysages volcaniques, on a un peu filmé. Après on est arrivé dans le vert, enfin c'est une beauté incroyable. Là on est dans un silence total, il n'y a rien du tout. Et alors mais je pense qu'on a de la chance parce qu'il n'y a pas de vent, alors que normalement en fait c'est énormément ici balayé par le vent et c'est pour ça que les arbres ont une forme incroyable. Alors on va vous les filmer et en même temps vous raconter leur histoire. Phénomène naturel fascinant, les arbres penchés de Sabina sont uniques. Leurs formes tordues et courbées en font de véritables œuvres d'art. Leur forme inhabituelle est causée par les vents constants et forts qui soufflent sur l'île. Au fil des siècles, ces vents ont façonné les arbres, les inclinant dans une danse permanente avec la brise. Ces arbres sont plus que de simples curiosités naturelles. Ils sont le symbole de la résilience et de l'adaptation de la nature face aux éléments. Un spectacle vraiment incroyable à voir. Donc tout à l'heure, quand on a lâché nos roues, etc., et qu'on a commencé à marcher, puis qu'on s'est dit qu'on n'était pas au bon endroit, en fait, on pense qu'on serait arrivé là. Après, je sais pas, 5 heures de marche, non, pas, je sais pas. Mais c'est sûrement le sentier. Là c'est chaud, il y a des cailloux partout, putain. Hop, hop, ah, ça passe. Ça passe tout le temps avec ces trous, incroyable. Encore un sacré spécimen. Un autre arbre là-bas, on va y aller. Voilà, ça craint. On pourrait pas aller jusqu'à là-bas. Bon là, comme d'habitude, on voit pas le relief, mais il y a une belle colline là. Je vais essayer de la monter. Alors c'est le problème en fait, c'est de slalomer entre les cailloux. Et là, les cailloux, c'est des pierres de lave. Donc c'est jamais très bon pour les pneus, c'est hyper coupant. Hop, putain, hop, 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 hop. Ça passe, là, ça passe, ça passe. Ça passe. Hop. Cette roue est incroyable. Je pensais pas que la suspension puisse faire autant. Putain, ça y est, je suis passé. Nickel. Et en fait, la suspension donne naturellement un sentiment. Voilà, je sais pas si je vais monter. Je suis pas monté. La suspension donne un sentiment incroyable de sécurité. Ce qui fait que même... Sophie, sans avoir expérimenté en fait, elle a commencé déjà à descendre des trottoirs tout de suite quand elle a eu cette roue, alors qu'elle le faisait pas avant avec l'autre. Et sans avoir eu à essayer, mais on sent que ça va passer, et c'est incroyable. Et encore maintenant, ça y est, cette roue-là, elle a 2 ans, ils en ont sorti des nouveaux modèles qui sont encore plus incroyables. Donc voilà. Je montre un petit peu le paysage, c'est vraiment dingue. Alors le plaisir du silence. Alors ça c'est quelque chose que je m'étais pas rendu compte à quel point ça me marquait. Mais depuis qu'on se balade avec le van, ça fait maintenant 1 an et demi, à chaque fois qu'on se réveille dans des endroits comme ça complètement silencieux, en fait ça me prend et j'éprouve un plaisir que j'aurais pas soupçonné. C'est incroyable. Nous dirigeons vers le Mirador de Bascos,
qui est sur la route avant de rejoindre le volcan que je veux absolument voir de plus près. Donc voilà, on est sur une petite piste et j'imagine que le Mirador offre une vue incroyable, comme si on n'en avait pas déjà assez vu. Et donc voilà, et après en direction du volcan, bon, il y a peu de chances que la piste soit ouverte, mais bon, voilà. Donc là on voit bien où nous étions hier matin. Hop. Et après on a suivi toute la route là. Bon, ça y est, on a trouvé le volcan et on a vu le départ de la piste. Ça a l'air super. Je vous montre ça. Voilà, et là on voit là, la piste. On va y la prendre un peu plus bas. Putain, les volcans, mais ils sont d'une beauté. Mais oh là là. Bon bah là on n'a pas le choix, putain, que d'aller au bout de la piste parce qu'on va pas faire demi-tour. Et putain là il y a un trou. Oh là là. Avec un petit effondrement. Ça fait pas trop rire ces trucs là. On passe doucement ou à fond la caisse? Bah à fond la caisse hein, parce que doucement, si ça s'écroule, j'aime mieux être de l'autre côté. Enfin à fond la caisse en même temps, il y a des cailloux partout, putain. La vache. C'est pas tellement rire ça. Là on n'a pas de solution, par marche arrière plusieurs kilomètres. Allez go, faut y aller. Wouhou! Oh là! Putain, si j'avais un machin qui calcule les battements du cœur là, c'est monté d'un coup. Enfin c'est bon.
Faro de Ochila. Nous descendons au phare. Après cette escapade sur le volcan, c'était terrible. Et bien là, il y a un autre volcan qu'on voit de haut. Alors c'est super parce qu'on voit vraiment le cratère. Et là, tu vas me dire, mais Steph, pourquoi tu filmes la route alors que tu as justement une dashcam qu'on voit quand tu filmes, qui filme la route? Là, je t'en pose des questions, moi? Non, mais... Allez, filme la route. Je te jure, ces abonnés, c'est pas possible. Ce phare, rien d'exceptionnel, Sophie l'a trouvé beau. Et par contre, c'est il y a le point du méridien 0. Voilà. Là, on essaye d'atteindre Malpasso, qui est le point culminant de l'île. Ça nous fait prendre une piste un peu chaude, avec pas mal de lornières. Là, on vient de passer plus grosse. Hop. On est en 4x4 vitesse courte, comme toujours. Ah, voilà. Bon, dernier point d'intérêt de l'île qui présente aucun intérêt. Alors, il est marqué que c'est une station balnéaire. Putain, c'est tout pourri. Bon, il y a un petit port là qui est sympa avec la plage là que je vais aller voir. Mais sinon derrière c'est tout moche. Et puis alors pour y arriver il y a une route qui n'en finit pas de descendre et puis aussi sans intérêt. Il y a des petits cratères de volcans qui sont sympas, mais ils sont sympas que vu d'un côté. De l'autre côté on dirait des terrils de charbon. Et on dirait que je roule là-dessus. Et en fait en 2011 ici toute la population a été évacuée parce qu'il y a eu des éruptions. Et donc le magma était à, je sais plus, 300 mètres de la ville, enfin un truc de dingue, ou 300 mètres de l'eau, ou 3, je sais plus trop. Mais donc voilà, bon. En tout cas, on vient de bien manger là. On s'est fait des toasts avec du jambon bellota, pata negra, délicieux. Moi, je voulais aller sur l'acheter. Là aussi, c'est inaccessible, vraiment, aucun intérêt. Enfin, ça doit être dur d'habiter là, hein, parce que les mecs, ils sont vraiment enclavés. Il y a une route qui arrive de tout là-haut. On a descendu au moins, je pense, 700-800 mètres de dénivelé. Et il n'y a rien, mais rien. Mais bon, voilà. Alors, je pense qu'ils se sont mis dans les guides touristiques histoire de faire venir un peu de monde. Mais on n'y vient qu'une fois. Hein. Bon, n'empêche que El Hierro, pour l'instant, c'est l'île préférée de Sophie. Moi, j'ai pas d'avis. Parce que on était allé à la Gomera, c'était incroyable. Ici, c'est incroyable. Tout est incroyable. Mais en tout cas, voilà. Putain, les paysages, on en prend plein la vue. C'est super. Alors, ce qui est incroyable sur El Hierro, ce qui nous scotche depuis le début,
En fait, c'est toutes les infrastructures, tous les miradors qu'on peut voir qui sont hyper beaux, super bien faits, dans des matériaux qui respectent vraiment la couleur locale, puisque c'est fait en pierre de lave, donc c'est hyper intégré. Mais voilà, on est sur une petite île, il n'y a presque pas d'habitants, il y a très très peu de tourisme, et les miradors, on se dit que ça coûte, enfin c'est titanesque de faire des trucs comme ça par endroit, on voit des trucs incroyables, et voilà, donc la mise en valeur de l'île, c'est quelque chose, parce que c'est très très beau. Là on vient de voir, il y a plusieurs trucs, on peut descendre partout. Vous avez vu en bas, c'est vraiment super beau.